Alors, il y a un grand tournant dans l'histoire littéraire juive, c'est l'expulsion des Juifs d'Espagne, dont la plupart habitaient dans l'Espagne chrétienne, une minorité en 1492 dans la province dans le royaume de Grenade, et qui était encore arabophone, bien qu'en continuant encore à pratiquer la langue arabe après la Reconquista chrétienne, l'arabe cède le pas devant l'hébreu. Après un mouvement de traduction qui est en quelque sorte initié par Maïmonide, dont on traduit, vu l'importance de cet ouvrage, écrit, comme je l'ai dit, par un des plus grands philosophes juifs de tous les temps, on a traduit du vivant même de Maïmonide, ça c'était vraiment un fait exceptionnel, en collaboration d'ailleurs avec Maïmonide, on traduit son ouvrage en hébreu à l'aube du XIIIe siècle. Et le traducteur Ibn Tibbon, qui va fonder toute une dynastie de traducteurs, se fait fort de moderniser la langue hébraïque, de la remettre à l'heure, le pendule de la modernité de l'époque, en inventant des néologismes, pour la plupart basés sur l'arabe, ce qui fait qu'il rehausse la langue hébraïque au niveau d'une langue intellectuelle, une langue culturelle et capable d'exprimer toutes les subtilités de la pensée philosophique. Ce qui était le rôle de l'arabe lorsque l'arabe a été la langue pratiquée par les Juifs pour leurs activités intellectuelles. Désormais, la langue hébraïque se répand, et ce qui fait qu'en 1492, lors de l'expulsion des Juifs, dont beaucoup se réfugient en terre d'islam, en Afrique du Nord, au Maroc et en Algérie, et ils apportent avec eux, dans leur bagage, des ouvrages non plus en arabe, mais en hébreu. Et ça va exercer une influence très profonde dont le résultat est le remplacement de l'arabe par l'hébreu, désormais praticable sur le plan philosophique, et ce qui fait que l'arabe, à partir du XVe siècle, cède le pas devant l'invasion légitime de la langue hébraïque, qui est la langue sacrée, liturgique, par excellence des Juifs. Et ce processus continue au point où les Juifs ne pratiquent plus la langue arabe classique, ne sont plus capables de lire avec aisance ces grandes œuvres de la tradition judéo-arabe, le Kitab al-Amanat de Saadia, le Kuzari de Yehuda Levi, le Devoir des cœurs de Bahia, le Guide des égarés de Maïmonide. Toute cette littérature-là sera transposée désormais en hébreu, et donc ça sonne le glas pour la langue arabe classique. Pas tout à fait comme nous allons le voir peut-être dans la conclusion. En tout cas, désormais les Juifs, l'arabe est relégué au second rang. C'est surtout à partir de cette époque et jusqu'au XXe siècle, on continue quand même à pratiquer l'arabe dans des traductions, des textes sacrés ou des textes liturgiques. On assiste au XIXe siècle à une floraison de romans en judéo-arabe, de poèmes et d'une littérature populaire, mais qui est rédigée plutôt en un arabe qui se veut classique, mais comme on ne possède plus cette langue, c'est plutôt de l'arabe dialectal. C'est d'ailleurs d'une richesse très importante, point de vue linguistique, point de vue stylistique, mais ce n'est pas de l'arabe classique, et donc il y a une rupture avec la tradition d'avant. Il est intéressant de signaler
vers 1840, peu après la conquête de l'Algérie par l'armée française, paraît une première pièce de théâtre au sens moderne de ce terme, avec une mise en scène, des costumes, des indications marginales. Nazahat al-Mushtaq, composé par un juif algérois qui s'appelle Abraham Daninos. Et il y a actuellement une discussion qui fait rage dans le monde arabe, qui se dispute la priorité, la primauté du genre théâtral au sens moderne dans le monde arabe. Bon, certains, surtout en Afrique du Nord, veulent quand même soutenir la candidature, entre guillemets, de Daninos, qui écrit en arabe classique et qui montre à tel point les Juifs au XIXe siècle sont encore attachés à la langue et à la culture arabe. Un premier point. Deuxième point, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Au XIXe siècle, lorsque, on va dire, la classe intellectuelle, souvent, on va dire cléricale, mais je veux dire par là des rabbins, qui sont désormais sommés d'avoir en sus de leur culture hébraïque et rabbinique une culture européenne, choisissent dans leur parcours universitaire de travailler sur des textes arabes. Alors on parle ici d'Européens. D'où connaissent-ils l'arabe? Eh bien, comme ils se tournent dans leur curiosité intellectuelle vers les textes médiévaux, et ils veulent les comprendre dans la langue originale, ils apprennent l'arabe pour pouvoir maîtriser les textes de Maïmonide ou de Saadia Gaon. Ils publient même ces textes en très grand nombre. Par exemple, le Kitab al-Amanat, qui a connu des éditions hébraïques depuis le XVIe siècle, est publié en caractère arabe par un professeur de l'université de Strasbourg, lorsque cette université était une université allemande. Il publie à Leipzig, me semble-t-il, en 1884, l'original arabe de Saadia. Donc c'est un Européen, il s'appelle Samuel Landshut, et donc c'est lui qui publie ce texte. Il a des collègues aussi qui sont des Ashkénazes, donc des juifs européens, qui maîtrisent parfaitement l'arabe et sa philologie, qui publient ces textes, si bien que le grand professeur d'arabe de l'université de Strasbourg, précisément, Théodore Nöldeke, se targue d'être comme le rabbin Akiba, rabbin du IIe siècle, qui avait tant et tant d'élèves rabbins. Et il dit, moi j'ai autant d'élèves rabbins que Rabbi Akiva autrefois, et tous ils apprennent non seulement l'arabe pour travailler sur les textes juifs formulés en langue arabe, mais ils contribuent énormément aussi au progrès d'études coraniques. Plusieurs disciples de Nöldeke, disciples directs, Hartwig Hirschfeld par exemple, ou Joseph Barth, qui fera carrière à Berlin, écrivent des dissertations sur les sources rabbiniques, les sources bibliques du Coran, et font aussi des observations très éclairantes d'ordre philologique, si vous voulez, linguistique, à partir des langues sémitiques, sur le texte coranique. Donc il y a une renaissance en Occident, si vous voulez, à la fois en Orient, si vous considérez l'Afrique du Nord comme l'Orient, l'Occident musulman, et en Occident européen, il y a une renaissance de la langue arabe chez les intellectuels et les lettrés. Maintenant, en ce qui concerne les pays arabes eux-mêmes, malheureusement, à la suite de l'exode massif des Juifs des pays musulmans,
au XXe siècle en particulier, mais ça a commencé bien avant, au XIXe siècle, à cause des circonstances, enfin, on va dire une certaine dégradation de leur statut en pays musulman. Il y a eu un exode, et donc là, il y a une perte progressive de la langue arabe qui est totale chez les descendants de ces juifs qui habitent aujourd'hui en Israël ou en France ou au Canada. Une rupture totale avec, malheureusement avec la langue arabe et justement ces sources littéraires dont je vous ai parlé.